là, on est début juin, puis on est à un moment critique parce que là, c'est le début des grosses récoltes. Là, il faut que les gens s'habituent à être des longues heures à faire la même chose. C'est massif. On veut récolter 15 000 $ de légumes dans une semaine. C'est beaucoup, beaucoup de légumes. Fait qu'il faut vraiment qu'on soit efficace. Il faut que l'équipe soit toute là. Puis moi aussi, il faut que je sois très impliqué. C'est un gros morceau de la saison qui commence, puis les grosses récoltes vont durer jusqu'en novembre. Fait que on est là. Jean-Martin à l'équipe? La journée de récolte, c'est toujours une des plus grosses de la semaine parce que tant que tout n'est pas récolté, la journée n'est pas finie. Fait qu'il faut qu'on soit super bien organisé. C'est beaucoup de manipulation. Bonjour! J'ai congé d'irrigation ce matin. Oui, et pour les prochaines 5 jours. Ah, tu me niaises. C'est ça. C'est beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est aussi beaucoup de gestion. Comme le rôle à Danny, c'est lui qui est en charge des récoltes. Donc, il doit établir la liste de récoltes. Après ça, lui, il va coordonner l'équipe qui vient à la récolte. Puis là, lui, il s'assure que tout le monde travaille sans arrêt. 500. Oh, quand même, hein? Nice. Ah, si, j'aime ça. C'est tout raviole, toutes les radis, radis, Je voulais dire un chiffre aux gens juste parce que c'est en ligne. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Ding, 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 ding! Ding, 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 ding. Ce matin, on a une grosse récolte. C'est notre plus grosse récolte de l'année pour l'instant. Je pense qu'à chaque semaine, je vais dire ça. Fait que, habituez-vous. Fait qu'on est 11. Fait qu'on va se diviser en 4 équipes de 3 et 2. 3, 3, 3, 2. 4 équipes. Il va y avoir radis, rabiole, betterave, puis mesclun. Moi, je peux aller sur les ravioles. C'est une personne. Mesclun, raviole, radis. Ah, on a juste 3 personnes mesclun. Bye. Fait que... Qu'est-ce que tu as dit? Raviole. Rabiole, 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 rabiole. Amélie. Ah, Amélie est là. Betterave. Ouais. Puis, est-ce que tu veux aller faire les radis? Radis. 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 I'm radish too. Est-ce que tout le monde a aiguisé son couteau? OK. Bonne chance, gang. Les betteraves, on va commencer dans le 15 puis dans le 18. C'est la première génération, en haut là-bas. Puis on prend tout ce qui est entre 1,5 pouces et 3 pouces. Puis si c'est plus gros aussi. Là. Moi, hier, j'ai passé un petit peu de temps à préparer ma liste de récoltes, à faire le tour du champ pour savoir les légumes, ils sont prêts, mais ils sont prêts où, puis en quelle quantité. Comme ça, le matin, je peux parler avec l'équipe puis envoyer les gens récolter de la salade à cet endroit-là précisément. Ils sont belles, les laitues! J'ai donné la responsabilité à Danny parce que l'année passée, à sa première année, il m'avait démontré des belles aptitudes quand c'était le temps de gérer les inventaires d'élastique, gérer les inventaires de contenants, de boîtes. Fait que je voyais qu'il y avait un souci d'ordre et d'organisation. Puis de toutes les tâches qu'on a à la ferme, c'est le poste qui a besoin le plus d'organisation. C'est parfait, ça. 16 bacs, il va vous en manquer. Hein? Comment vous trouvez ça, la pluie? C'est fun! Hey, moi, je dis tout le temps, là, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste un mauvais choix de vêtements. C'est tout. Ça, c'est parfait, là. Moi, on est super bien. La pluie, la journée de récolte, ça a quand même des bénéfices. D'abord, ça garde les légumes frais. Parce que s'il faisait soleil, la laitue, là, elle deviendrait toute molle super rapidement. Puis il faudrait que je fasse des tours super vite pour les apporter au conditionnement. Tandis que là, vu qu'il pleut, il fait frais, la laitue, elle va se garder fraîche comme ça. Quand même un bon petit bout. En fait, c'est idéal pour elle. Fait que
je suis moins stressé, je peux plus prendre mon temps pour récolter, puis on est moins stressé de se dépêcher à aller porter les légumes au conditionnement. Moi, je vais aller au radis. À tantôt. Les radis, c'est un super légume de printemps. Même si je suis en charge de la récolte, il faut quand même que je récolte. La plupart de tout ce que je sais en agriculture, en tout cas, je l'ai appris ici. Puis présentement, j'aime ça parce que j'ai l'impression que ma mémoire est tellement stimulée que j'ai vraiment une bonne mémoire présentement. Fait que... Bien, Madani? Yes! Normal que j'aille de la roquette juste pour le marché des éclusiers? Ah, sur le gros board, là, j'ai écrit sac, mais c'est comme... c'est pour tout le monde, là. Tu peux le diviser en parts égales. Là, j'apprends des choses, puis après ça, je suis comme obligé de les réenseigner aux gens. Fait que là, ça le forge encore plus dans ma tête. Puis Bruce Lee, il disait, pour devenir un maître de quelque chose, ça prend quelqu'un qui est meilleur que toi, avec toi, quelqu'un qui est aussi bon que toi, puis quelqu'un qui est moins bon que toi. Comme ça, la personne qui est moins bon que toi, bien, toi, tu peux lui enseigner. Après ça, la personne qui est au même niveau que toi, bien, ça fait quelqu'un comme pour te challenger, pour te dépasser, pour aller plus loin. Puis après ça prend quelqu'un qui en sait plus que toi pour justement être ton mentor puis te permettre d'aller plus loin pour apprendre plus. Bien, ça, c'est du mesclun qu'on fait. C'est un de nos plus gros vendeurs. C'est des petites bébés laitues qui sont collés, qui sont semés super serrés. Puis nous, après ça, on vient puis on récolte juste les cœurs. Mon opinel, il est vraiment aiguisé. Ça, c'est très important. Puis là, toutes les feuilles sont la grosseur de ma paume. C'est ça qui fait un mesclun. Un mesclun, c'est quelque chose qui rentre dans une bouchée, tu sais. Fait que les feuilles, il faut jamais qu'elles soient plus grosses que ma paume de main. Là, ce matin, là, c'est probablement ma plus grosse récolte de mesclun, mais c'est tellement hot parce qu'on est tellement bien organisé que ça se fait bien. Fait que tout est une question d'agilité parce que les couteaux, ils coupent en tabarouette. Quand ta lame est pas super bien coupée, au lieu de trancher franc, ça cisaille un peu. Ça va se mettre à brunir. Fait que d'avoir un couteau vraiment bien aiguisé, c'est ça qui fait que ça brunit moins. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que la raison pour qu'on a de la belle mesclun, c'est parce que Justine, elle a bien parti les plants à la pépinière. Sois fière, c'est la raison, ouais. Tout commence avec elle. Elle nous demande si on est excité par les récoltes. Oui, on est excité par les récoltes. De plus en plus grosses chaque semaine. Fait que, ouais, c'est un côté vraiment. On est enthousiaste. Ça rentre pas. Non. Ah oui, ça y va. On en met 3 de. Ben, en fait, c'est parce que, regarde, lui, il s'en va de même. Ouais. C'est énergissant, on est tous ensemble. C'est un moment où on est tout le crew, puis c'est réjouissant. C'est comme le fruit de notre travail. OK. C'est en eau? Oui, embarque. C'est vraiment cool de voir ça aller. Là. Je les regarde récolter. Il a plu, il a fait froid. On a eu un printemps super difficile, pénible. Malgré ça, on a réussi à planter nos choses. Et là, je sens qu'ils vont goûter un peu aux fruits de leur travail. Ils sont beaux dans leur élément, ils sont beaux dans ce qu'ils font, ils sont dédiés. Ça, c'est super important pour moi. Là, je m'en vais faire un tour des autres équipes pour voir où est-ce qu'ils sont rendus, c'est quoi le calibre aussi de la grosseur des légumes qu'ils sont en train de ramasser pour s'assurer que les bottes soient bien égales, qu'ils sont de la bonne grosseur comme on veut. C'est une betterave blanche. Fait que là, les betteraves ici sont prêtes. Nous, on veut vendre des petites betteraves. On veut pas avoir des betteraves grosses de même. On veut des betteraves qui sont grosses comme ça. Parce que comme ça, ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que la peau est encore super mince. Fait que là, quand je crache avec mon ongle, j'enlève la peau. Puis ça fait en sorte que la peau, tu peux la manger. Tu peux juste couper la betterave en 2 ou en 4, puis la faire cuire au four avec un petit peu d'huile d'olive, des fines herbes, puis t'as pas besoin de l'éplucher. Puis nous, ben, quand elles sont plus petites, ben, on les récolte plus rapidement. Fait qu'on peut en faire pousser plus. Comme ça, on attend moins au champ. Aussi, là, dépendamment de la grosseur,
tu veux dire aux gens, tu veux leur donner des bonnes instructions pour savoir c'est gros comment la botte. T'en mets-tu 5? Est-ce que t'en mets 6? Est-ce que t'en mets 8? Puis là, aujourd'hui, avec des betteraves comme ça, moi, j'en mettrais 6. T'en mets une au centre, puis 5 autour. C'est comme une petite fleur. En tout cas, là, ça tient pas, là. Comme une petite fleur, comme ça. Oh shit! Regardez la belle fleur. Examen. Puis là, on peut voir. C'est parfait. C'est parfait. 100%. Fait que là, regardez comment ça fait beau. Tu sais, moi, je suis content là, quand j'achète ça. Là. Moi, je suis comme « wow ». C'est important d'avoir des bottes uniformes pour pas que les gens genre, choisissent la grosse botte puis là, qu'ils restent juste les petites lettres à la fin. On veut que ça soit tout égal. Tout égal. Tout égal, c'est ça qui est important. Même si elles sont toutes petites, au moins, elles sont toutes petites égales. Wow! Betterave crue, c'est bon. Donc ça, c'est sucré. Ce qui est génial avec les betteraves comme ça, les Chioggia, c'est que tu mets ça dans la mandoline, schlac, tu mets ça dessus de ta salade, puis c'est magnifique, là. Moi, Ou dans un gin tonic. Ou dans un gin tonic. On a bu des gin tonic des beet tonic au beet et betterave, là, 2 semaines. C'était super cool. Il avait juste mis des petits bouts de betterave, puis ça devient rose. Super sucré. Bon, ben, cool. Fait qu'après, il y a le 22. Pas 22, 23. Puis il y a juste les rouges et les blanches là-bas qui sont grosses. Les betteraves. Vous allez pas en faire gros, là. Peut-être genre 10-15 bottes là-bas, là, mais au moins ça va éclaircir. Je pense que c'est ici, hein? Ah, ouais. La chicorée, ouais. Fait qu'on est rendu là. Ça, c'est notre récolteuse à mescleur. Donc, c'est un outil qui est comme manuel, puis qui nous permet de récolter les petites verdurettes. Fait que on appelle ça des verdurettes. Là, c'est du bébé kale, la bébé moutarde, la bébé roquette. C'est semé vraiment serré comme en pain sur la planche, on le voit. Puis après ça, moi, quand je passe avec la récolteuse, mais elle, la lame, elle tourne vraiment vite, là. Puis c'est vraiment tranchant, ça. Fait que là, ça donne une coupe super franche. Puis le macramé ici, lui, il sert à être sûr que les verdurettes tombent dans le panier. Faut pas qu'il y ait de trucs pourris dedans aussi. Quand on travaille avec, faut pas couper trop court. Parce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Il faut que les feuilles, elles rentrent dans ma paume de main. Fait que, tu sais, il faut quand même ajuster la hauteur. Mais ce qui est fantastique, c'est que récolter un bac, ça prend 3 minutes. C'est un jeune de 18 ans qui a développé ça aux États-Unis. Puis ça a un peu révolutionné le monde de la microagriculture, ça. Parce qu'avant, on le fait sur les genoux. Fait que là, ça nous prenait 4 personnes 1 heure. Puis là, ça me prend 15 minutes à une personne. Fait que ça change beaucoup notre journée. Puis moi, j'ai été un des premiers à les essayer. Ça, j'ai aidé Jonathan à la peaufiner, à l'améliorer, mais c'est un outil comme trop important. La récolteuse, elle fonctionne seulement sur des verdurettes qui sont semées très, très serrées. Parce que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que la verdurette vient s'accoter une sur l'autre. Fait que là, ça prend une densité pour que ça fonctionne bien. C'est un outil que j'ai participé à concevoir, puis qui nous sauve un temps immense. Puis moi, c'est un peu ça ma mission, tu sais. Je trippe à réimaginer qu'est-ce qu'on fait, puis l'optimiser. Fait que ça, c'est un bel exemple. C'est propulsé par une perceuse que tout le monde a. Tout le monde a une perceuse, tu sais. On n'a pas besoin d'avoir un moteur. Ça nous prendrait, en fait, plus de petits outils comme ça qui nous aident à sauver du temps à la récolte.
Aïe, là, je peux pas se plus long. Pardon de la planche, je suis désolée. Même avec les grosses récoltes qui commencent, on continue de semer puis de désherber. Nos planches vont être utilisées tout au long de la saison. Dans les carottes, on utilise un outil super efficace, le pyro-désherbeur. Fait que ça, c'est artisanal. Ça va? Super. OK, cool. On est bien. Ça te fait bien? Je m'en vais faire une excursion, ouais. Un pyrodésherbeur, on utilise du propane. On l'utilise pour nous aider à détruire la mauvaise herbe avant que ton semis lève. Ce qu'on a voulu faire ici, par exemple, pour les carottes, c'est préparer les planches un peu à l'avance pour laisser le temps à la mauvaise herbe de germer. Parce qu'on veut la faire sortir, on veut la stimuler, on a même irrigué pour la faire sortir. Puis on sait que c'est le bon temps d'y aller parce qu'on a semé des radis. Puis c'est ça qui nous indique, OK, les semences de radis sont sorties, donc les semences de carottes dans les prochains jours vont aussi germer. Donc c'est un bon moment avant que ça germe pour aller comme détruire la mauvaise herbe qui sont sur les planches. C'est toute la petite motte ici. Je pense qu'ils ont eu chaud un peu aussi. Ça prendrait juste comme quelque chose. Y a-t-il un bout de coque qui traîne? Ça, tu penses vraiment que ce petit fil-là, ça va tenir? Ouais. C'est la première fois que je fais le pyro. Je pense pas que ça soit si compliqué. Là, c'est juste que là, on patente un peu quelque chose avec le sac à dos. C'est Annie-Claude, c'est le Human Barbecue. Ouais, emmenez-moi vos saucisses, vos burgers. Et ça, c'est vraiment hot ce que ça fait. On est déjà vraiment dans l'amélioration de nos systèmes. Ton afterburner, ton nitro, là. On-lui, puis là, tu l'as mis à off, lui. Ouais, là, tu l'as mis à off. Ouais, là, il est off. La dernière personne qui a utilisé ça était un peu bedonnante. Ce qu'on veut, c'est juste de marcher d'un pas quand même lent. On veut pas brûler la mauvaise herbe, on veut donner un choc thermique à la mauvaise herbe. Donc qu'elle est comme chaude d'un coup, puis qu'après coup, elle meurt. Tu peux le descendre plus, Annie-Claude. Ah? Comme ça. Garde les bas. Plus bas, OK. Fait que là, les carottes, quand elles vont sortir, ils n'auront plus de mauvaise herbe. Ça n'atteint pas la carotte, puis ça n'atteint pas les vers de terre. Puis moi, ça fait des années que je fais ça. Puis non, c'est vraiment un moyen efficace d'éliminer le désherbage dans les carottes, par exemple. Quand on utilise cette technique-là, il ne faut pas manquer son coup. Il faut vraiment bien faire ça, bien timer. C'est pas si difficile physiquement, c'est juste comme je dis là. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de trouver une bonbonne comme un peu plus à échelle humaine, puis avoir un meilleur support. Mais sinon, l'appareil en tant que tel, il se manie bien. C'est super ergonomique. Note. Bien, sur moi que ça, je pense que ça doit se dévisser là, par ici. C'est juste que déjà, s'il est en deux parties, ça se lèverait mieux, tu sais. Bien, la plupart des outils sont pensés pour les hommes, je pense, en agriculture. Fait que des fois, c'est intéressant de réfléchir à justement, qu'est-ce qui pourrait comme rendre le travail plus agréable. Même pour les gars, tu sais, des fois, c'est pas toujours le fun de forcer pour rien non plus, là. Tu sais, c'est pas toujours nécessaire d'avoir des outils lourds, pesants, qui demandent d'être deux pour les soulever. Jean-Martin à l'équipe, je m'en vais chez Dubois Agrinovation, je reviens dans 2 heures. On s'en va chez Dubois, chercher du matériel d'irrigation. Puis je vais en profiter pour montrer ces outils-là à Ginette. Bien, 2 outils que je travaille avec, que j'aime beaucoup. Puis souvent, moi, je fais ça avec Dubois. Je leur présente des équipements, des outils. Puis eux, après ça, ils les distribuent, ils les offrent. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça, lui présenter des nouvelles choses. Tous les outils, pour la plupart, tout le matériel que j'utilise en maraîchage, il vient de chez Dubois. Fait que, ouais, c'est ma quincaillerie. On est vraiment chanceux à la ferme parce qu'ils sont proches de la ferme. C'est à peu près à 25 minutes, 20 minutes. J'essaie de ne pas y aller trop souvent parce que quand je prends un détour pour être là, je suis pas à la ferme en train de travailler.
Là, on est dans la région de Sherrington, Saint-Rémy, tout ça. C'est les terres noires du Québec. C'est tous des anciens marais qui ont été drainés. Puis là, ça fait des terres noires, incroyables. C'est les plus grosses fermes maraîchères à l'extérieur de la Californie. Ça en est des terres noires. Ça, c'est juste une petite parcelle. Ça, c'est pas du niaise-banane, là. Eux, quand ils plantent de la laitue, là, c'est 100 000 laitues. Puis quand ils vont les récolter, là, il va y avoir 300 Mexicains sur une plateforme qui avance. Puis là, ils mettent ça dans des boîtes tout de suite au champ. Puis ça s'en va dans une vanne. Paf, c'est parti. C'est vraiment une autre échelle. Puis à la limite, c'est drôle parce que, tu sais, nous, c'est comme on est un peu l'antithèse de ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Comme je viens ici puis j'apprends plein d'affaires. Elles sont toutes dans le champ, là. Là, ils désherbent à la main, dans le champ. Non, c'est malade, là. Moi, mon crew, il n'y a personne qui aurait envie de passer l'après-midi là à faire ça. C'est trop plate, là. Eux autres, là, ces Mexicains-là, ils vont être là pendant 3 semaines à faire ça, désherber les laitues à binette. Puis, il n'y a rien d'autre que juste de la laitue autour d'eux. Il n'y a pas de papillons, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de changement de tâche. Ils font juste ça. Puis c'est pour ça que les gens au Québec n'ont pas envie de travailler sur des fermes. Hey, ça fait quoi? 10 minutes qu'on roule, puis il y a de la laitue, là? Bienvenue chez Dubois. Tu vois, il y a plein de joujoux ici. Trop cool. La grelinette qui est là, ça, c'est moi qui ai fait le design de cette grelinette-là. Ils vont être super gênés. Salut, Jean-Martin. Salut. Ça va bien. Je vais te montrer ces outils-là que tu connais pas. Non, non. Puis, Des nouvelles affaires. Donc, je vais chercher Dominique. Ouais. Et puis, excuse-moi. Ça va? Ça va, toi? Ouais. Comment je peux t'aider? Dominique, je dirais que c'est mon conseiller principal ici. Il est souvent venu à la ferme. Puis il est pas mal au courant de tous mes projets. C'est lui qui a fait le design de tout le système d'irrigation de la ferme. Fait que ce qui est cool, c'est que quand je viens ici puis je lui parle de ce que j'ai de besoin, bien, il connaît mon setup, il connaît mes systèmes, il sait ce que j'utilise. Puis c'est cool parce que Dominique a travaillé sur des fermes toute sa vie, fait qu'il connaît bien ça, les laitues. Puis Autant j'étais, avant ça, fermé à l'agriculture biologique parce qu'on s'entend, je viens d'une grosse ferme conventionnelle. Jean-Martin, ça a été un de mes premiers clients, dans le fond. Puis moi, ma théorie, c'était qu'avant, c'était que les producteurs bio faisaient les arrosages de nuit au lieu de le faire devant tout le monde, mais il a réussi à me faire changer d'idée là-dessus, là, pas à peu près. Là. Ça, d'ailleurs, c'est un mystère pour Dominique. Pourquoi nos laitues réussissent sans rien? Parce que moi, les laitues, je les traite jamais. Là. Depuis que je suis petit, là, on fait de la laitue. Puis c'est tout le temps plein de maladies, c'est tout le temps plein de bestioles, c'est tout le temps plein d'insectes. Puis Jean-Martin, à sa ferme, il y en a pas. C'est pas compliqué, il y en a pas. Puis moi c'était impensable. Il fallait que je traite une fois par semaine, une à deux fois par semaine pour être capable d'enrayer les maladies. On avait des beaux produits, mais c'était traité chimiquement. Moi, ce que je faisais, c'était pratiquement du travail d'usine. C'était des champs de laitue à perte de vue. Puis Jean-Martin, ce qu'il fait, c'est complètement autre chose. Sauf qu'il a réussi probablement à faire le même montant d'argent avec sa petite ferme que quelqu'un qui va cultiver une centaine d'acres. C'est vraiment spécial. Je sais pas quoi dire. C'est peut-être juste le fait, justement, qu'il y a une rotation. T'as une rotation, t'as une diversité qui fait que si un insecte aime, disons, on parle de laitue, si un insecte aime la laitue puis arrive dans un champ de 10 acres de laitue, bien, c'est un festin. S'il y en a 2 rangs, bien, il va probablement chercher le champ de 10 acres de laitue, probablement autour. On va être contents tous les deux. Ginette, c'est la propriétaire de chez Dubois. On a une belle histoire à raconter de comment on s'est rencontrés. Ça ne fut pas une rencontre. Ça fut au téléphone. Tu avais eu un problème avec un produit. Et puis, tu as téléphoné.
Et puis, on est allé tout de suite dans l'après-midi remplacer le produit. Puis ça, ben t'avais été... En tout cas, tu m'avais rappelé pour me remercier. Puis je pense que t'avais trouvé ça un service impeccable. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire avec la majorité de nos clients. Et puis, je pense 1 an ou 2 après, ils m'ont contacté un matin, je me rappelle, en disant que tu voulais écrire un livre. Quand moi, j'ai écrit Le jardinier maraîcher, les éditeurs, une fois que le livre était réalisé, ils voulaient pas le publier parce que c'était un livre qui était trop risqué pour eux. Fait qu'ils m'ont demandé d'arriver avec une mise de fonds pour aider à la production du livre. Tu sais, c'était comme 10 000 $. Tu sais, moi, je venais de passer 1 an et demi à écrire un livre, tu sais, j'avais pas d'argent. Fait que j'ai demandé à Ginette si elle voudrait pas m'aider en donnant une collaboration, puis elle a dit oui. Puis c'est un peu à cause de ça, finalement, que le livre a démarré. Puis bon, fait que depuis ce temps-là, j'y en dois une. Pour vrai, à chaque fois que tu pousses un produit, à chaque fois que tu parles d'un produit, on est toujours surpris des résultats. Cette grelinette-là, je l'ai conçue avec Benoît Tivierge, puis elle avait plusieurs éléments que moi j'aimais, mais là, c'est vraiment geek au bout, là. L'angle de la dent qui me permet d'avoir un bon mouvement, va-et-vient comme ça. Ma grelinette est rendue chez Dubois, puis ils la vendent partout aux États-Unis. Puis j'imagine qu'ils en vendent quand même pas mal, là. Les producteurs bio, ils ont besoin d'avoir quelque chose de bon, de durable. Ce que en culture maraîchère conventionnelle, je dirais, ça va être plus le prix, puis les gens les perdent, ne font pas attention, tandis que... Écoute, c'est 2 mentalités, 2 mondes différents. C'est parce que c'est eux autres qui travaillent avec leurs outils, c'est pas des employés. Donc, ils veulent avoir quelque chose de qualité, parce que c'est pour leur qualité de vie aussi, leur qualité de travail. Non, mais là, je sais pas combien de temps vous avez, mais parle les Guinois, puis tu sais, les premiers qui ont drainé les marais, puis juste c'est une famille, les premières familles de la région. Oui, parce que mon arrière-grand-père, qui était breton, c'est lui qui a développé les terres noires ici dans le coin. Ces terres-là, quand sont arrivées, ça valait rien. C'était des marécages, c'était des swamps, personne ne voulait de ça. Puis aujourd'hui, ben, je pense que les terres noires du Québec, c'est considéré comme parmi les plus belles terres en Amérique. Là. Les gens le traitaient de fou, là. Comme aujourd'hui, les bio... ben pas aujourd'hui, mais il y a 15-20 ans, les bio se faisaient traiter de fou, là, parce que quand tu vois un petit peu en avant, il faut vraiment prouver son point pour que les gens croient. Puis il faut y croire aussi. Puis lui, il a cru. À peu près tous les Guinois qui sont au Québec sont soit des producteurs maraîchers, soit Ginette, qui sont tous dans l'agriculture, ou à peu près. Il y en a à peu près pas un qui touche pas à l'agriculture. Là, je travaille avec ça. OK. C'est une herse étrillée. Une herse étrillée. Ouais, ça, c'est les Français qui les appellent comme ça. Moi, j'appelle ça plus un peigne, là. OK. Quand mes laitues sont plantées ou quand mes oignons verts ou n'importe quoi, je passe avec les yeux fermés puis je m'en vais. Mais là, tu passes entre tes rangs. Non, je passe sur le rang. Ah oui? Je passe les yeux fermés, puis les petites dents, quand elles frappent la laitue, elles se tassent. Elles endommagent pas. Puis ça me permet de vraiment graffiner le sol, puis toutes les petites cotylédons, ça les détruit. Ben écoute, comme d'habitude, on va probablement... Mais ça vaut la peine de les contacter. En faire la promotion, et puis oui. Ouais. Je suis en train de montrer à mon équipe comment utiliser cet outil-là. OK. C'est trippant, mais en même temps, je suis en train de montrer à plein de monde comment utiliser cet outil-là. La mentalité est en train de changer parce que quand moi je suis allé à l'école d'agriculture, il y avait un élève qui voulait s'en aller en bio. Toutes les autres, c'était des fils de producteurs conventionnels. Ouais. Aujourd'hui, je reçois des élèves, puis c'est complètement le contraire. Tu vas avoir 10 futurs producteurs bio qui veulent se lancer dans l'agriculture biologique versus 1 ou 2 ou 3 fils de producteurs conventionnels qui veulent prendre la relève. C'est pas compliqué. Dans le conventionnel, les terres sont chères, tout est cher, il n'y a personne qui peut se partir là-dedans. Dans le bio, ils ont une chance. Ouais. C'est pas tout le monde qui va réussir, mais ils ont une chance. Je sais pas si tu vas tout avoir, mais j'ai besoin quelques réducteurs de pression. Okay. J'ai besoin d'un rouleau, drip tape, le plus épais, parce que je veux les réutiliser. Je vais aller chercher ta bobine. OK, merci.
Tu veux juste me signer ça ici. Et voilà. OK, si, c'est d'homme. Je te donne ça pour tout de suite. Ouais. Je vais te porter le reste ce soir. Parfait. C'est bon? Merci. Myrtha, Danny, est-ce que tu peux me rejoindre dans le 15? J'ai fini et j'ai besoin de nouvelles tâches. Parfait. Je vais t'apporter des bacs là, dans pas longtemps. Ça va être les mini laitues ici. On en a vraiment beaucoup, mais en attendant, je vais te donner ce qui me reste d'élastique. Yeah. Je vais t'en apporter d'autres. Puis tu pourrais buncher des oignons verts ici. OK. On en fait genre 100. Ben, je commande ça. Qu'est-ce que Ouais, j'ai? mais je vais aller voir les ravioles, je vais voler des élastiques à eux, Ah, OK. puis je vais te rapporter des élastiques. OK. Good? Ça. Super. Super! Merci, Myrtha. Ah, shit, ils sont même pas rendus ici. Les ravioles, c'est des légumes qui se font piquer souvent par des insectes. Puis là, ici, il y a des trous. Puis là, ici, il y a des insectes qui ont été comme plus vite que nous autres. Fait que là, ça, c'est une autre chose qu'il va falloir vérifier. C'est une autre chose qu'il va falloir que je leur dise. C'est comme ici. Voir, là, c'est comme... Anne-Claude, Dani, juste te dire qu'on n'a plus de bac. Ouais, si jamais tu repasses dans le coin, sinon on va faire un tas de ravioles à ramasser. Ouais, tu peux faire un tas à côté de les bacs où tu es rendu. Puis, est-ce que vous avez fini? Vous pourriez me rejoindre. Moi, je suis dans le 21 déjà. Et là, dans comme 5 minutes. 5 minutes. J'ai pas ça 5 minutes. Présentement, j'ai plein de gens qui attendent des choses. Fait que là, moi, faut que j'aille faire des tours. Puis c'est une journée où il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là. C'est comme, OK, moi, je veux des OK, moi, je veux des élastiques. OK, là, sont-ils assez grosses? OK, là, les autres, ils font des betteraves, ils ont fini en 10 minutes. Fait qu'après ça, ils font telle affaire, mais ils ont-tu l'équipement nécessaire pour le faire? C'est où? C'est-tu à côté ou je les envoie à l'autre bout du monde? Puis, il faut comme un peu que ça soit fluide. Faut pas que les gens ils se déplacent trop. Fait que là, tu sais, Myrtha, ben j'ai pas assez de bac pour qu'elle continue. J'avais 10 élastiques autour de ma main. J'y donne, puis elle peut faire des oignons verts pendant 2 minutes en attendant que moi, je cours aller chercher des bacs. Je pourrais faire une petite tournée, calmer la pression, puis après ça, revenir ici. Est-ce que tu es prêt à apporter les bacs pour la moutarde? Ouais. OK. J'ai comme une autre piste à monter. Hi-ha! OK, voilà, on va le donner au pouce. Oui, OK. Laisse-le là. Si on n'est pas efficace, si moi je suis pas efficace, si la fluidité de tout le monde est pas optimale, à la place de finir à 5h30 puis de chiner puis prendre une bière tout à l'heure, on va finir à 7h. Puis on va chiner quand même, mais on va être fatigué. C'est important d'avoir ces limites de temps-là parce que si on les a pas, les journées peuvent durer super longtemps. Puis, fait qu'on se met un cadre. À 5h30, on doit avoir terminé la journée de travail, quoi qu'il arrive. C'est super important. Puis moi, j'ai vu plein de fermes qui n'avaient pas d'horaire comme ça, où est-ce que finalement, les journées continuaient jusqu'au coucher du soleil. Puis après ça, les gens vont devenir de plus en plus fatigués. Puis là, ils n'auront pas le temps de faire des activités le soir ou se reposer comme il faut. Puis là, le travail de maraîcher, je trouve, devient une servitude. C'est beaucoup moins intéressant. C'est très important, l'horaire, d'en avoir un, puis de le respecter. Sur la ferme, il y a un mécène. On le voit pas souvent, mais M. Desmarais, c'est son projet ici. Puis c'est son esprit. Les pois, eux,
L'affaire, c'est qu'à toutes les semaines, il faut les attacher parce que s'ils commencent à tomber, tu peux pas les ramener. OK. Fait qu'à tu peux pas les ramener? Non, tu peux pas les Et ramener. ça, tu les cueilles comment exactement? Il faudrait qu'ils soient un peu plus bombés que ça. OK, je comprends. Puis là, Donc, s'ils sont maigres, t'es prends pas. Puis tu sais qu'ils sont bons en les mangeant. Ah ben ça, je l'ai essayé. Hein? J'en ai essayé 3, mais ils sont très bons. Puis ils étaient même pas bombés. Moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est le fait de voir à quel point les aliments peuvent être délicieux lorsqu'ils sont locaux et poussés. J'en viens pas la différence. C'est réellement énorme. Ce projet-là est parti du fait que quand j'avais eu mon petit-fils, j'avais réellement commencé à réfléchir sur la santé plus holistiquement, si vous voulez. Et je suis venu à la conclusion que la nourriture était un élément très important à l'intérieur de la santé. Et donc, je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de me faire une ferme pour m'assurer que ma famille soit bien, si vous voulez, nourrie de choses qui sont biologiques et so on. Pourquoi pas faire un projet qui est un peu plus intéressant et qui pourrait peut-être changer un peu la santé? Et c'est de là vraiment qu'est venue l'idée. Au début, quand j'ai su que quelqu'un de riche voulait faire une ferme, je n'étais pas vraiment intéressé parce que c'était pas ça ma mission, puis ce qui me fait vibrer. Puis là, j'ai rencontré M. Desmarais. Puis là, il m'a parlé de son projet, qui était pas juste de faire une ferme, qui était de faire un projet sociétal, puis de faire la démonstration de faire une agriculture différente, autrement. Puis ça m'a emballé parce que c'est un peu ça que je veux faire. Est-ce que de travailler pour un milliardaire, ça vient avec des contraintes ou des stress ou des soucis? Oui, parce que les choses doivent aller rapidement. La ferme, elle a été créée en 2 ans. Il est très ambitieux dans son idée. Moi, je crois sincèrement que si on peut développer une centaine de fermes dans les prochaines années, ça peut avoir un impact sur la qualité ici. On fait quand même, on va peut-être s'argumenter un peu. Jean-Martin va me dire 500 000 de légumes. Moi, je vais lui dire c'est 600 000 que je veux cette année. Mais c'est quand même énorme. Oh, des belles betteraves! Dans la salle de lavage, il y en a du stock? En fait, là, le mardi, on récolte pour les partenaires qui sont jeudi, okay. Pour le marché Olive en Folie qui est jeudi aussi, mais surtout pour les restos. Tout ce que l'on cherche, c'est de permettre aux gens de pouvoir retourner à la terre. On essaie de trouver des façons pour que les gens puissent le faire de façon honorable et très heureuse. C'est de redonner les lettres de noblesse au métier puis de permettre à des gens de se faire hausser dans une seconde. You! J'ai des nouveaux bacs. Vous êtes dans quel bloc? Super! On est encore dans les ravioles au N18. Puis... Ah ouais, hein? Là, il faut faire attention parce qu'en haut, il y en a beaucoup qui sont piqués. Puis, sinon, ben comme d'habitude, 8 par bunch quand ils sont de la bonne grosseur, 9 quand ils sont un peu plus petites. J'avais envie de récolter les ravioles parce que c'est comme... J'en ai pas beaucoup récolté cette année, c'est juste pour faire différent. Comme là, le mardi, je récoltais des radis. La semaine passée, j'ai beaucoup fait le mesclun. Fait que c'est ça qui est intéressant sur une ferme diversifiée, c'est que finalement, on peut comme choisir un peu les récoltes qu'on va faire. Et bah, est-ce qu'on est prêt? Moi, c'est les aubergines. Comme hier, là, j'ai cuisiné des aubergines parmigiano. C'était vraiment bon. Puis avant ça, on a fait des calzone aux aubergines cette semaine. C'est vraiment... J'aime beaucoup récolter. Ça fait vraiment du bien de voir un peu le produit à la fin de sa vie. En fait, on a commencé avec les semences, l'hiver, au printemps, on a vécu un peu toutes les étapes. Et finalement, on se retrouve avec des très beaux légumes. Et ça fait plaisir de les vendre aux consommateurs au marché. Là, on va en récolter 400, je crois, ce matin. Et du coup, ça va nous faire combien? 1200 au marché si on les vend tous ce week-end.
Donc, parfois, c'est motivant de penser un peu à ça pendant qu'on est en train de récolter. Et Danny, c'est un bon chef. Il nous organise vraiment bien. Donc, on peut juste l'appeler. Il nous apporte des bagues, des élastiques. On sait ce qu'on doit faire. Ça nous facilite la tâche d'avancer un peu plus de façon automatique. L'année passée, on a eu des vendredis où c'était un peu la folie, où on a terminé tard, où on était fatigué. Mais je trouve cette année, on a comme... on prend le rythme, puis plus ça va, plus on devient rapide dans ce qu'on fait, tu sais. Fait que je trouve qu'on peut respirer, parce que des fois, on oublie de respirer. Ça, c'est pas bon. J'ai grandi aux États-Unis. Mon père est français et ma mère américaine. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité en français. Dans le Connecticut, je suis partie en Californie pour faire une formation en agriculture biologique. Et j'avais entendu parler de Jean-Martin Fortier et de ses projets. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un poste ouvert pour la ferme des 4 temps. Et voilà, maintenant, je récolte des ravioles pour le marché. Le kale, j'ai écrit 3/4 de tout. OK. Fait qu'on laisse 3 grosses feuilles par plant. OK. 3/4 de tout. Crime, ça se donne. Ouais, cette année, c'est vraiment super motivant parce que les journées de récolte, c'est mes journées préférées, je pense, là. On est comme une ruche là, qui bourdonne, là, puis il y a plein de choses qui se passent. Puis dès qu'il y a des légumes qui sont prêts à être lavés, on les descend, puis on commence tout de suite à les nettoyer dans la salle de conditionnement. Le conditionnement des légumes, c'est s'assurer qu'ils soient, une fois sur les tablettes du marché, ben ils soient propres, puis qu'ils soient aussi dans leur meilleur état, dans le fond. Tu sais, selon les températures qu'ils ont besoin, on les réfrigère ou on les met dans une chambre plus fraîche, moins froide. Le conditionnement, c'est pas mon préféré, mais des fois, ça fait du bien d'être ici. On met de la musique pour danser, on essaie de créer une ambiance qui est assez fun, qui permet de justement rendre un peu n'importe quelle tâche comme amusante, si on veut. Le conditionnement des légumes, c'est une partie importante de notre métier parce qu'une fois que le légume est tiré du sol, il continue à respirer. Et pour qu'il garde toute sa valeur nutritive, il faut rapidement arrêter ce cycle-là. Fait que, on va les laver, puis on va rapidement les mettre au réfrigérateur pour que les légumes conservent toute sa fraîcheur. À partir de maintenant, on a 20-30 légumes différents. Ça va être 300 bottes de radis, 400 bottes de navets, ça va être 150 laitues, 95 bottes de kale. C'est quand même beaucoup. Toutes les salades, elles arrivent du champ. Puis là, on les a toutes empilées d'après la variété. On les met dans le bubbler, le bain tourbillon. Puis après ça, c'est les bulles qui vont venir tout le laver puis le mélanger. Puis ça, on fait ça pour pas les abîmer. Tu sais, avant, moi, quand j'étais un maraîcher plus novice, je faisais 3 fois un lavage, je mettais 3 fois dans de l'eau. Mais ça, c'est vraiment que ça mélange tout. Puis toutes les petites roches, toutes les particules, ils vont toutes tomber au fond. Là, pour qu'ils se conservent et qu'ils soient super beaux, il faut qu'ils soient secs. Fait que là, je le mets dans des cuves comme ça, puis après ça, je le mets dans l'essoreuse. Ce sont des anciennes machines à laver le linge. Puis là, ils vont être essorés, puis après ça, Myrtha va les mettre dans des sacs. Ça fait à peu près 15 ans que j'utilise des machines à laver pour essorer le mesclun. J'ai travaillé avec un de mes amis aux États-Unis pour développer un système où on a des paniers. Puis eux autres sont gradés alimentaires. C'est vraiment juste le panier qui est en contact avec le mesclun. Fait que j'ai pas de soucis au niveau de la salubrité, des problèmes de pathogènes. On a une livraison cet après-midi.
c'est 15 kilos pour un client. Après, notre client qui a commandé 12 kilos, les mesclins. Donc, on est un peu pressé avec le temps, mais on arrive à faire ça. Faut être efficace. Là, dans le fond, c'est la plus grosse récolte que j'ai vue dans ma vie dans ma courte vie de maraîchère. Il y avait vraiment beaucoup de légumes. Donc là, on est rentré vers 11 h. Puis on va être là jusqu'à la fin, le temps après le coup de nettoyer la salle et de tout préparer, là, que tout soit prêt pour les marchés. C'est vendredi. C'est vendredi. Ça a été une grosse semaine en crime. Et une grosse journée. Là, il faut la vendre. Faut la vendre demain. T'sais, tout ça, si je vends pas demain, je vais être bien découragé. T'sais. L'idée, il faut vraiment que tout ce qui est récolté, on veut pas le perdre. Fait que, t'sais, on espère que les gens sont au rendez-vous pour les marchés. Puis c'est pour ça qu'on se force à tout mettre ça beau, tout propre, faire de la qualité, puisqu'on veut que les gens reviennent. Mais c'est ça. C'est un ambitieux projet. Ouais. Là, je commence à avoir un petit coup de fatigue, là. Mais faut juste pas y penser, puis attendre à la fin pour se laisser succomber. Je vais mériter mon verre de vin de Foradori. Merci à tous. On se retrouve au gazebo. J'ai une surprise. Foradori. Bon verre. Allez, à boire, aubergiste. On avait une bonne journée, non? Welcome to the pub. Ah, bah, décrire le verre, non? Ça vient d'où, ce vin? C'est dans notre domaine. C'est ton domaine? Oui. Oh! Oui. Mais je peux peut-être que... Petit? Ben, tu verras. Attends. C'est venu avec tous les autres. On est là pour faire un avec quoi, là? Je vais nous le dire. Est-ce qu'on est dehors? Ben, il voulait pas rentrer. Tu y aller? Ben, on fait un petit excursion dans le Dolomite. Oh. Ah, c'est ton vin? Foradori! La première grande journée des récoltes, on a dit. Vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Première grande journée de récolte. Ça fait exactement 2 mois que je suis ici. Je suis super contente. J'ai envoyé des photos à ma mère comme wow, on a fait ça, et tout le monde heads up. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le cadre québécois. Ben ouais. Non. Non. C'est comme ça qu'il All right. Il aurait dû jamais d'innover. En fait, on a le tasse, un peu le. Moi, j'ai été vraiment surpris quand Jean-Martin et Anne-Claude à Tour de Rôle ont dit que c'était la plus grosse récolte qu'ils avaient jamais faite de toute leur vie. C'est vrai? Ben oui. Oui? C'était Ah fou, ouais? là. C'était fou, là. wow. Il y avait des caisses, des caisses, des 500 laitue, 500 ravioles. On n'a jamais sorti wow. 500 ravioles l'année passée. Non, vraiment pas. Puis on aurait pu en sortir plus, on a arrêté, tu sais. Wow. The dream came true, Jean-Martin. La montagne continue. Non, mais La- vous savez, tu sais, comme le but du projet, c'est que vous sentiez c'est quoi quand il y a un gun. Je trouvais ça vraiment le fun qu'on a réussi à tout finir en temps aussi. Ouais, c'est... Fait que cheers, merci à tout le monde pour... Merci, Daniel. Bravo. Pour, Ben, là, j'ai croisé. C'est correct, c'est avec les vannes des tu peux passer. J'organise un party au Tiki Bar à la Grelinette pour tous les employés de la ferme des 4 temps, puis la ferme à Grelinette. L'idée, c'est de faire une célébration de la saison avant que ça devienne débile, puis souligner le fait que bientôt, tu sais, on ne peut plus faire ça. Là. C'est vraiment dernière minute, fait que là, c'est comme aussi un moment de rassembler tout le monde. Moi, je m'occupe des cocktails. Parfait. Parfait. Écoute-toi de ça, mon petit cœur. Oui, ça va être pour ton party de fin d'année aussi. Et le mien. Et celui de Rose. Mes enfants, c'est mes petits helpers pour monter le party.
C'est fun, la fête, tu sais, tout le monde est content. C'est important, la fête. C'est important de travailler fort, mais c'est important aussi de fêter fort. Pour mettre la bière. Ça, c'est cool comme idée, j'adore. C'est vraiment hot. Buenas. You survived! Hello. Good, how are you? C'est la première fois que je reçois la gang de la ferme des Quatre Temps à un party de la Grelinette. Je trouve qu'ils le méritent. Puis je suis content de leur partager un peu de mon univers pour célébrer le début de la saison. Cool, allô? Merci de nous accueillir. Avec plaisir. C'est un honneur de vous avoir, les amis. Puis ici, là, vous êtes comme chez vous, vous vous sentez bien. Je pense qu'il va me manquer des verres. Ben, tu veux-tu offrir des drinks aux amis?